Bonjour. Peut-être que vous pouvez vous rapprocher de nous plutôt que de rester comme ça au quatrième rang, mesdames et messieurs. Mesdames, c'est comme en classe, les timides. Voilà, tout à fait, les timides. Bon, en tous les cas, j'ai le plaisir de vous présenter Yann Manouk. Alors Yann Manouk, est-ce que vous gardez votre pseudo ou est-ce qu'on vous appelle Patrick Manoukian, tout simplement? Non, de plus en plus, on m'appelle par mon pseudo, y compris dans ma famille, donc je pense qu'on peut, rester. On va ce qu'il faut dire, c'est que en fait, je me suis toujours appelé Manouk. C'est-à-dire que mon nom, c'est Manoukian, mais mon père se faisait appeler Manouk par ses copains du foot, ses copains de l'usine, etc. Et à l'école, au lycée, on m'a toujours appelé Manouk. C'était un raccourci facile. Et quand j'ai trouvé le pseudo, j'ai juste mis le Yan de Manoukian devant. Ça fait Yann Manouk. Mais pour moi, je suis depuis 30 ans, je signe tous mes courriels dans mon boulot Manouk, donc ça ne me dérange pas du tout. Ok, donc vous aviez déjà quelques publications à votre actif, comme notamment cette délicieuse petite causerie sur la nonchalance et les vertus de l'étape, qui était parue sous votre vrai nom cette fois-ci, enfin le nom en tous les cas de baptême, le titre Le temps du voyage en 2011, et puis en 2014... un choc vraiment dans le monde du roman policier. Donc un livre, d'abord effectivement un pseudo un nom d'auteur qui paraît très étranger, ou en tout cas peu français, peu habituel. Alors on se dit, tiens, c'est un auteur étranger. Un titre de livre, Yeruldelger, qui apparaît aussi exotique et aussi lointain, et puis la presse qui s'en empare, et puis les prix littéraires, en tous les cas des sélections dans de nombreux prix et des prix réellement obtenus, comme le prix du Quai du Polar, qui est quand même une référence, en tous les cas dans le milieu du roman policier. Et ce nouveau livre qui est pas vraiment une suite, mais en tous les cas où on retrouve absolument les mêmes personnages, qui s'appelle L'étang sauvage et qui est paru donc il y a plus d'un an maintenant et qui, pareil, fait l'objet de retirage, de traduction également. Oui, on était à 6 ou 7 traductions. Je crois que, curieusement, il est traduit en grec, en tchèque, italien, espagnol, allemand et, ça sont très curieuses, en vietnamien. Et en mongol, non. En mongol, non, pas encore. Ok. Alors moi, peut-être pour introduire cette rencontre, j'ai tout simplement envie, soit que vous lisiez, soit que je lise moi-même le début du livre. Moi, j'ai une articulation de yak mongol, donc je préfère que vous lisiez plus. D'accord. Je ne lis pas le titre du chapitre parce qu'on en reparlera. Engoncé dans sa parka polaire, l'inspecteur Oyun essayait de comprendre l'empilement des choses. Elle s'était accroupie dans la neige qui crissait et s'était penchée pour mieux voir. Le froid lui tailladait les pupilles et l'air glacé lui griffait les sinus à chaque inspiration. C'était comme respirer des brisures de verre. Autour d'elle, un autre terrible dzud vitrifiait la steppe immaculée. Pour la 3e année consécutive, le malheur blanc frappait le pays. De trop longs hivers polaires qui suivaient de trop courts étés caniculaires, des blizzards de plusieurs jours à ne plus voir sa yourte, à se perdre pour mourir gelé debout à 1 mètre près, puis des ciels bleus comme des lacs percés d'un petit soleil blanc au-dessus d'un pays figé dans la glace. Oyun n'avait pas souvenir de tel dzud dans son enfance. Le premier dont elle se souvenait était celui de 2001, un hiver si rude et si long que 7 millions de bêtes étaient mortes à travers le pays. Elle gardait en mémoire l'image de ces milliers de nomades encore fiers et solides quelques mois plus tôt, venus s'échouer pour mendier et mourir en silence, transis, dans les égouts d'Oulan-Bator. Les hommes avaient perdu leurs chevaux, les femmes tous les yaks et toutes les chèvres, et les enfants tous les agneaux et jusqu'à leurs petits chiots. Cet hiver-là avait tué en Mongolie plus d'âmes que les avions des tours de Manhattan. Et les 2 années suivantes, d'autres dzuds avaient décimé tout ce qui restait des troupeaux affaiblis. Il y avait les malheurs noirs, ces étés torrides qui cuisaient en profondeur les terres craquelées, et les malheurs blancs, où la neige enfouissait la steppe sous une croûte glacée. Les 2 malheurs laissaient des troupeaux désemparés pendant l'hiver. Les bêtes s'éparpillaient à la recherche de quoi brouter, s'égaraient, mouraient de faim et de froid. On ne trouvait leurs cadavres décharnés qu'au printemps, tannés et cuits par la neige par milliers, par millions même, quand un dzud unissait dans un malheur encore plus grand les 2 malheurs noirs et blancs. Le petit monticule de cadavres était la seule protubérance à des kilomètres de steppe à la ronde. L'air glacial aseptisait tout, même l'horreur. Voilà, donc vous avez... C'est beau, hein ? C'est beau. En tous les cas, vous êtes introduit immédiatement dans un monde qui nous est étranger.
Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce qui vous a amené à imaginer à la fois le personnage de Yeroul Delguer et puis aussi peut-être l'envie de parler de la Mongolie. Peut-être pourquoi choisir aussi d'en parler à travers le polar, justement. Alors, pour répondre à cette question, il faut que je découpe en 3 ma réponse. Je vous en prie, il y a 3 questions, donc 3 réponses. La première façon d'écrire, c'est que, comme peut-être vous le savez déjà, parce que ça a été écrit plusieurs fois, je viens au polar à la suite d'un pari. C'est-à-dire que, pour toutes sortes de circonstances, à un moment, je fais un pari avec ma plus jeune fille d'écrire 2 livres par an, dans un genre différent à chaque fois, avec un pseudo différent à chaque fois. Donc la première année, j'écris le petit essai sur les voyages dont vous avez parlé. Et la même année, je publie un roman pour la jeunesse, qui est primé d'ailleurs, meilleur roman 2012. Et la deuxième année, j'écris, parce que c'est sur une liste, un roman littéraire, qui n'est pas encore publié celui-ci, et le polar. Et normalement, j'avais derrière une saga historique et un roman de société. Et il se trouve que le polar marche bien, donc je reste sur le polar pour l'instant. Mais c'est comme ça que j'arrive au polar. Je n'ai pas de culture polar du tout. Moi, je me suis arrêté au polar, c'est même pas des polars, je me suis arrêté au thriller des années 80 avec Ludlum, Forsyth ou Le Carré, et j'ai aucune culture. Donc j'arrive sur ce pari dans le 4e de ma liste qui est un polar, avec le besoin d'écrire quelque chose. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que je me dis comment faire. J'arrive dans un milieu qui a des codes, qui a des pointures énormes, qui a des auteurs à succès incroyable, en France comme dans le monde, et comment est-ce que je peux me faire une place, ou en tout cas comment est-ce que je peux me faire remarquer. Et donc j'applique quelque chose que j'applique dans mon métier. J'ai une petite agence de communication, et chaque fois que j'ai un choix à faire dans mon agence, choisir une photo, une légende, un titre, quelque chose comme ça, j'applique un système qui marche toujours, c'est qu'il faut que le choix soit pertinent et inattendu. Si le choix n'est que pertinent, il est banal. S'il est que inattendu, il est hors sujet. Mais quand il est à la fois pertinent et inattendu, ça crée toujours quelque chose d'intéressant. Et donc je me dis, je vais écrire un polar pertinent et inattendu. Donc pertinent, j'écris un vrai polar. Comme je n'ai pas de culture polar, je pense que ce que j'ai dans la tête comme pertinence, c'est la structure un peu cinématographique ou télévisuelle du polar, avec un découpage en séquence très rapide, très visuel. Et puis pour le rendre inattendu, je me dis, qu'est-ce que je peux en faire ? Et il se trouve que nous avons pas mal voyagé en famille, et que dans les paysages que j'aimais bien, les paysages d'atmosphère minérale, j'avais le choix entre Patagonie, Alaska, Islande ou Mongolie, qui était notre dernier voyage. L'Islande s'était déjà pris en quelque sorte. L'Islande s'est déjà pris. Il y a une belle tradition de polar, en tout cas de romans en Alaska. En Patagonie, il y avait déjà Caril Ferret qui fait de très belles choses. Qui d'ailleurs récidive là en ce moment avec Condor, qui ouais. paraît officiellement le 17, donc cette semaine. Et donc il y avait la Mongolie. Donc au départ, la Mongolie est un choix entre guillemets par défaut. Je me dis, ça peut être intéressant de faire un polar dans cette ambiance complètement exotique. Et dès que je commence à écrire, dès que j'écris les 3-4 premières pages, je sens que c'est un bon choix pour 2 raisons. La première, c'est que je me rends compte qu'en localisant un polar loin de chez moi, ça me permet d'aborder des choses que j'aurais eu du mal à aborder en France. Ou en tout cas dans une atmosphère française, on va dire. Par exemple, quand je commence à parler de ce fameux bar nazi qui est à Ulaanbaatar, je n'ai pas peur de l'équivoque. Parce que je parle de ce bar nazi qui est en Mongolie, je peux prendre le temps de dire pourquoi ceci, pourquoi cela, comment ça fonctionne, sans être immédiatement taxé de pro, anti, etc. Et donc, d'un coup, je sens que j'ai une liberté pour transposer des problèmes qui sont les miens ou les nôtres ici, et en les transposant dans un lieu géographiquement lointain, dans une culture différente, je me sens plus de liberté. Et puis la deuxième raison, c'est que je me rends compte que la Mongolie est un pays chamanique, de culture chamanique, et que le chamanisme, qui imprègne tous les petits gestes quotidiens, tous les petits réflexes, les petits comportements quotidiens en Mongolie, donne au polar quelque chose de différent. C'est-à-dire que les valeurs essentielles, enfin les valeurs, les artifices, les constructions essentielles au polar, c'est-à-dire la violence, la vengeance, la mort, dans une culture chamanique, ça a une approche légèrement différente. Et je me suis dit, ça va donner à mon personnage une aspérité différente, et je pense que ça a bien fonctionné comme ça.
Donc, effectivement, vous parlez de chamanisme, mais vous n'en êtes pas victime, ou en tous les cas, vous n'en êtes pas fasciné. Moi, je trouvais ça intéressant, justement, de démontrer que les touristes qui viennent pour trouver peut-être un supplément d'âme à arpenter les steppes de l'Asie centrale, vous n'êtes pas victime de la fascination que les nomades exercent sur ces touristes. Probablement parce qu'il se trouve que j'ai une jeunesse plutôt voyageuse et que j'ai déjà approché cette culture chamanique 2 fois. Une première fois en fin des années 60 dans le Dakota, avec les Indiens Lakota, et une expérience un peu courte, quelques semaines, et beaucoup plus longuement dans le milieu des années 70, dans le sud du Brésil, avec les Indiens du Mato Grosso, et qu'en fait, les Européens se trompent sur le chamanisme. Et le chamanisme, ce n'est pas une religion. C'est juste une façon de vivre les choses. Et donc, quand on l'aborde comme une religion, et quand on va chercher là-bas quelque chose de religieux, on se trompe. Quand on l'aborde juste comme un comportement culturel, on ne va pas se tromper, parce que c'est juste un comportement au quotidien, sur des petits détails. Et surtout, ce que j'ai compris là-bas, c'est qu'on pense que le nomadisme, qui est forcément lié au chamanisme, hein, c'est rare qu'on ait un chamanisme sédentaire. Le nomadisme, on pense ici, les Européens pensent que c'est une sorte de culture débonnaire où des gens sympathiques déambulent dans des paysages magnifiques. Et c'est absolument le contraire. C'est-à-dire que le nomadisme, c'est un comportement de survie en milieu hostile. Il n'y a pas de nomadisme, et donc il y a très peu de chamanisme en dehors des environnements hostiles. On trouve des nomades dans les jungles, les pires jungles, on trouve des nomades dans les pires déserts, dans les pires steppes. Le nomadisme, c'est un ensemble de règles, de traditions. Ça passe par la tradition, donc ça passe par le chamanisme, ça passe par la tradition. Et ces règles, on s'arrange à ce que les générations futures les observent, parce qu'on sait que c'est le seul moyen de lutter contre l'élément hostile. Et donc, quand on aborde ces pays-là avec ce genre d'approche, il n'y a pas d'erreur pour se tromper. Il ne faut pas y chercher ce qu'on ne peut pas y trouver. Alors, vous racontez, en fait, effectivement, dans ces temps sauvages, beaucoup de meurtres. Ça commence, je le lisais là dans le début, un tas de cadavres, un yak, et puis dessous un cheval, dessous un cavalier. Ce ne sont que les premiers meurtres. Le cavalier est en sandwich entre les deux. Est en sandwich entre les deux, oui. Et on se dit, mais comment est-ce qu'un yak peut se trouver sur un cheval et le sandwich, effectivement, et le mort entre les deux? Et à partir de là, effectivement, vous mettez en œuvre les protagonistes déjà de Yeroul Delger, l'inspecteur Yeroul Delger, sa collègue, la jeune Oyun, et puis d'autres encore policiers. Et en fait, vous faites intervenir une intrigue qui a tout de la politique actuelle et qui n'a rien à voir, qui est très très actuelle, quoi. Et encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai pas d'expérience dans le polar. Donc, ce que je sais, j'espère que je sais le faire, je sais construire une histoire, mais l'histoire en elle-même ne me suffit pas. Ce que j'aime, c'est, en tout cas, ce que j'ai découvert aimer, parce qu'à la suite du premier, c'est replacer une intrigue dans un contexte. Et ce que j'aime bien, c'est que les deux soient à la limite du réel. C'est-à-dire que mon intrigue, elle est presque crédible, mais ça reste une convention. Le polar, c'est une convention. Hein. C'est une convention entre vous et moi. C'est-à-dire que moi, je cherche à vous embrouiller et vous essayez à deviner mon embrouille avant que je vous embrouille à nouveau. C'est ça la démarche du polar. C'est par rapport, on va dire, au roman littéraire, où le roman littéraire, c'est plus déclaratif. L'auteur expose quelque chose et il espère que ça va toucher le lecteur. Mais je vais dire en une seule fois, sur un seul thème. Le polar, c'est une convention. C'est un va-et-vient en permanence. Et donc j'aime bien garder mon intrigue à la limite du probable. Quand on parle de l'empilement de cadavres, c'est assez peu crédible, mais ça repose sur un fait divers qui est réel. Et c'est comme ça pratiquement dans tous les crimes que je décris, ça repose toujours sur quelque chose qui a été réel et que moi je déforme légèrement, mais très légèrement seulement. Et c'est pareil, je le replace dans un environnement où j'en profite pour dire un certain nombre de choses que je pense sur le développement de ces pays ou sur la façon de se comporter des Occidentaux ou même d'ailleurs des gens du pays. Mais j'aime bien resituer l'intrigue policière à l'intérieur d'une intrigue plus géopolitique
parce que ça me permet d'avoir le plaisir de dire deux, trois choses que je pense que le lecteur n'est pas obligé de partager, mais en tout cas, moi, je prends plaisir à exposer. C'est la fonction du polar, en fait, aussi de dénoncer la société. On apprend souvent bien plus sur la réalité d'un pays en lisant un polar qu'en lisant Le Monde tous les matins, quoi. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel que vous n'êtes pas obligé de partager, mais c'est ce qui m'intéresse en tous les cas dans le polar. Justement, vous dites, enfin moi j'ai appris plein de choses en vous lisant, que notamment sur Oulan-Bator, qui serait la deuxième ville la plus polluée du monde. C'est la deuxième ville et quelquefois la première, pendant la période d'hiver. Ça veut dire que vous y êtes retourné vivre, ou bien dans vos séjours, vous aviez accumulé assez de renseignements, assez d'indices, assez de souvenirs pour écrire en étant peut-être chez vous en France. Alors moi j'ai une façon de faire qui est assez simple. J'écris pratiquement sans documentation préalable. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher dans des bouquins, sur le net, etc., une tonne d'informations pour pouvoir écrire après. Ça me fait peur parce que ce genre de documentation, moi, je le reconnais dans les bouquins que je lis. C'est-à-dire, quand on dit, voilà, il rentre dans les Yourdes, virgule, la tente traditionnelle mongole, et suivent 2 pages sur la oui. tente. Bon. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, je préfère, pour ne pas prendre de risque de céder à ce genre de tentation, je préfère ne me reposer que sur mes souvenirs de voyage, qui ne sont pas extraordinaires. En Mongolie, on y a passé 5 semaines, en 2008. Et donc, on y a passé 5 semaines en été. Donc, je ne connais pas la Mongolie l'hiver. Mais chaque fois que j'ai parlé, que j'ai rencontré ou que j'ai échangé avec quelqu'un là-bas, j'emmagasine tout. Vous êtes une éponge, en quelque sorte. J'ai la chance, enfin, ça a été longtemps une chance, maintenant ça devient autre chose qu'une chance, d'avoir été jeune à la période des beatniks, donc de voyager en routard, cheveux longs, sandales, cigarettes parfumées, etc. Et on a vraiment appris à cette époque-ci à voyager comme des éponges. Donc moi, je voyage comme une éponge. Quand on voyage quelque part, moi, je mange tout ce que les gens mangent, je bois tout ce qu'ils boivent, je participe à tout ce qu'ils font et j'emmagasine. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, je ne vais pas revérifier quelque chose une fois que j'ai écrit. Mais une fois que j'ai écrit, je le raconte comme je m'en souviens. Et si j'ai un petit doute, je vais vérifier si je ne me suis pas trompé. Mais jamais préalable. Alors vous disiez effectivement que vous profitez en quelque sorte du polar pour dire des choses qui vous tiennent à cœur. Et dans les choses qui vous tiennent à cœur dans ce récit, il y a la place des enfants, en tous les cas les enfants qui quittent plus ou moins de bonne volonté. Vous dites ils veulent aller voir ailleurs ce dont le monde facile est fait. J'aime beaucoup cette expression, non pas ce dont le monde est fait, mais ce dont le monde facile est fait. Et peut-être qu'on oublie ce paramètre effectivement dans les migrants qui, pour d'autres raisons, peut-être que la guerre ou tout ça, quittent leur pays. Vous mettez en évidence effectivement un trafic d'enfants entre la Mongolie et la France qui existe réellement? Alors, pour être très précis, j'avais déjà la trame dans ma tête. J'écris sans plan, donc je n'ai pas un plan prédéterminé, j'ai l'histoire dans ma tête et je l'attaque de la première à la dernière page d'un seul jet. Et donc l'histoire se déroule en même temps que j'y réfléchis. Et j'étais en train d'écrire Les Temps Sauvages et j'étais en train de penser à écrire Les Temps Sauvages et je tombe sur 2 faits divers réels. L'histoire de la petite bande de voleurs mongols, ça s'est passé ici d'ailleurs. Ça s'est passé ici, dans la région. Moi, je le situe dans la région du Havre. Oui. Ça s'est passé dans la région de Rennes. La gendarmerie a mis la main sur une petite bande de voleurs asiatiques. On ne savait pas exactement d'où ils venaient. Oui. Avant de s'apercevoir qu'ils étaient mongols, les gendarmes étaient un peu paumés. Et puis, on s'est aperçu que dans la région, ici, autour de Rennes, ils dévalisaient les parfumeries, les pharmacies ou les Nicolas, enfin tout ce qui vendait une image de marque un peu française. Et ça semblait un petit vol de rapine par une bande de gamins, ils étaient une dizaine. Et puis ensuite, on a trouvé une autre bande du côté de Tours. Et on s'est rendu compte qu'il y avait probablement une dizaine de bandes comme ça en France, ou en tous les cas dans les pays limitrophes, même peut-être en Belgique, et que chaque petite bande réussissait à voler comme ça, avec des petits trucs de rien du tout, l'équivalent de 250 000 € par mois de marchandises qui étaient réexpédiées en Asie et vendues au marché noir. Et d'un seul coup, on sort d'un fait divers et on rentre dans une structure mafieuse. Parce que 10 bandes qui veulent 250 000 € par mois de marchandises, ça fait 2,5 millions pour les 10 bandes par mois, ça fait 30 millions. Et ça fait... D'un seul coup, on est dans le trafic mafieux. Et ça, c'est un vrai fait divers. Vous pouvez le retrouver dans les coupures de presse. Je ne me souviens plus exactement à quelle époque, mais ça va remonter à
5-6 ans maximum. Le deuxième fait divers, je le situe au Havre, mais il se passe au Havre. C'est le seul fait divers politico-mafieux qui est lié à la France et à la Mongolie. Il y a effectivement eu une équipe de barbouzes qui est venue enlever sur le parking du McDo du Havre un opposant politique pour la ramener là-bas dans des circonstances rocambolesques. Et immédiatement, j'avais déjà commencé à écrire et je m'en empare tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça le vrai plaisir du polar. C'est-à-dire que quand on écrit sans plan, on a l'avantage de ça. C'est-à-dire qu'on peut d'un seul coup dériver sur quelque chose qui surgit et qui peut faire un accident littéraire, un accident d'écriture intéressant. C'est ce qui me plaît dans le polar. Et c'est ce que je veux faire dans les polars qui continuent. Et pour revenir à la source de votre question, ce qu'on oublie avant tout, on commence à en parler à peine maintenant. En ce moment, si vous écoutez bien les journaux télévisés, on commence à parler de cette filière d'immigration qui passe par le nord, qui passe par la Russie, qui rentre en Europe par les pays, par la Finlande, par les pays baltes et la Finlande. Ça a toujours été la source principale d'immigration clandestine en Europe. Toujours. Bien avant l'immigration par le sud. Toujours. Il y a une filière, parce qu'elle repose sur une filière mafieuse qui organise ça. La principale source de trafic humain, elle a son origine dans la mafia sibérienne du côté d'Irkoutsk, et ça traverse toute la Russie avec toutes les complicités possibles et imaginables. Ça rentre en Europe par les ventres mous des ex-républiques soviétiques, l'Ukraine, la Biélorussie, et ensuite elles vont se répandre vers le nord, où les régimes sociaux, les politiques frontalières sont plus souples, et ça a toujours été un axe principal. Je l'ai écrit dans le bouquin, on le redécouvre maintenant, mais suivez bien les informations, de plus en plus on en parle. Oui. En fait, donc ça vous permet de balayer large vos propres obsessions, quoi. Oui, ce ne sont pas des obsessions, ce sont juste des intérêts. Oui, c'est en tant que citoyen, on voit se passer des choses, on essaye d'avoir des idées ou des opinions sur les choses. Et quand j'ai la possibilité de l'expliquer dans un bouquin, même partiellement, même d'un point de vue strictement personnel, ça permet de donner au bouquin une épaisseur autre que simplement une bonne intrigue policière. À condition que ça rentre dans l'intrigue, à condition que ça s'inscrive bien dans l'intrigue. Et vos personnages, alors, vous les voyez dans votre tête avant vous leur avez donné des traits, un visage Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a deux types de personnages. Le personnage principal, Yarul Delger, pour tout vous dire, j'ai sur une clé USB un certain nombre de manuscrits qui ne sont pas aboutis, qui ont chacun 100 à 150 pages, que je stocke quelque part, que j'écris depuis 40 ans. Et Yarul Delger, normalement, s'appelait Donnelly, il était flic new-yorkais, et il était un peu casse-cou dans le Brooklyn, et j'aimais bien le personnage. Donc je l'ai repris et je l'ai, entre guillemets, mongolisé. Par contre, si vous lisez bien le bouquin, je n'ai aucune description physique de Yarul Delger. C'est curieux parce que beaucoup de gens m'en parlent et beaucoup de gens pensent qu'il a une description très particulière. Je n'écris pratiquement que ses mains. Il a des grosses mains dont il se masse le visage, mais je ne donne pas sa taille, je ne donne pas son poids, je donne pas. On sait que c'est un mec un peu carré, mais je n'ai pas une description très précise. Si vous écrivez un vieux type mal poli, au visage chiffonné, visiblement au bord de l'apoplexie colérique et fagoté comme un acide de pique. Oui, mais ça ne donne ni son poids, ni sa taille, ni la couleur de ses yeux, ni ses cheveux. Il est comme ça. Je préfère le décrire de façon plus entre guillemets comportementaliste, si on peut dire, ou psychique, ou psychologique que le reste. Et c'est un peu pareil pour les autres personnages. Alors j'ai décrit un tout petit peu parce que j'ai besoin de les différencier. Quand il y a deux personnages féminins comme Solongo et Oyun, il y en a une qui est plus jeune que l'autre, une qui a les cheveux courts, l'autre qui a les cheveux longs, une qui est brune. Je ne sais même pas si je dis que Oyun est blonde, mais l'autre qui est brune. Mais donc la première partie de ma réponse, c'est j'ai très peu d'images. En tout cas, je donne très peu d'images à mes personnages. La deuxième partie de la réponse, c'est que je n'ai aucune idée des personnages qui vont débarquer sous ma plume. Aucune idée. Oyun, elle arrive parce que j'ai décidé de commencer tous mes bouquins par deux scènes différentes. J'ai écrit une scène simplement parce qu'elle me plaît. Les deux premières scènes de Yarul Delger, les deux premières scènes les steppes, les temps sauvages, pardon. Je les écris parce qu'elles me plaisent. Et je ne sais absolument pas à quoi elles vont me servir. J'ai la vision de la scène dans ma tête. Ce froid, ça me plaît. Donc j'écris cette première scène, par exemple dans Yarul Delger, de la découverte du corps de la petite fille dans la steppe. Ça me plaît, ça m'amuse. C'est cette bande de nomades qui est là, ce flic de la ville qui n'a pas envie d'être là, etc. Et après, donc, j'ai
j'ai décidé de faire une deuxième scène en opposition. Donc si la première se passe dans la steppe, la deuxième sera plutôt urbaine. Si la première c'est une scène de crime sur un cadavre d'enfant, l'autre ça sera autre chose. Donc c'est 3 contremaîtres qui se font découper au cutter, etc. Et puis vient le personnage. Et je ne peux pas mettre Yarrow Dagger puisqu'il est déjà pris sur une scène de crime. Donc j'ai décidé d'avoir un deuxième personnage. Donc en opposition, plutôt que d'en faire un vieux mec bourru, j'en fais une jeune flic contemporaine, etc. Contemporaine et donc, qui aime bien la modernité. Voilà. Et donc ça arrive comme ça. De la même façon qu'un personnage qui est vraiment incontournable, et dans le premier et dans le deuxième, qui est Gantulga, très honnêtement, 10 lignes avant que son nom n'apparaisse, il n'existait pas. Enfant, en fait, il n'existait pas. Je suis à la fin d'un chapitre. De fil rouge, oui. Je suis à la fin d'un chapitre. Oyun va surveiller entre guillemets des méchants. Elle gare sa voiture dans un coin d'une cité HLM de Ulaanbaatar. Elle surveille une cage d'escalier où normalement deux types doivent redescendre avec la fille de Yarrow Dagger. Et normalement le chapitre s'arrête là. Et puis comme j'ai toujours envie de parler un petit peu de ce que j'ai vu là-bas. Il y a des enfants qui vivent dans les égouts du Ulaanbaatar, mais les enfants ont aussi, des petites bandes d'enfants qui sont orphelins, en tout cas qui sont éloignés de leur famille, ont pris l'habitude de se loger dans les cages d'escalier. Et je me dis, puisque Oyun est là en train de regarder un immeuble avec des cages d'escalier, autant dire 2 mots sur ces cages d'escalier. Et donc, par pur plaisir de dire quelque chose que je connais sur Ulaanbaatar, je la fais sortir de sa voiture pour aller dans la cage d'escalier, discuter avec la bande de gamins. Le prétexte est facile, elle va aller leur demander s'ils ont vu monter les gars, etc. Et donc, je fais descendre Oyun, je la fais rentrer dans la cage d'escalier et elle discute avec les gamins. Et puis là, il se passe 2-3 échanges de dialogue. Et sous ma plume, par hasard, je donne 2 répliques qui me plaisent bien à un même gamin. Et d'un seul coup, ce gamin-là, il prend. Ça y est, vous avez un nouveau. Et d'un seul coup, c'est à lui qu'elle s'adresse. Je développe encore les échanges un peu plus longtemps. Et à un moment, il faut qu'elle puisse s'adresser à lui. Elle lui donne un nom et Gantulga est né. Mais très honnêtement, 10 pages avant, je n'avais aucune idée que j'inclurais dans cette histoire un gamin comme Gantulga. Alors, puisque vous parlez de fin de chapitre, c'est une question que je voulais vous poser. Vous titrez absolument tous les chapitres et de manière, je ne sais pas, expliquez-moi pourquoi, en fait, le titre du chapitre est toujours constitué des derniers mots du chapitre qui va ouvrir. Pour vous expliquer ça, il faut que je vous explique ce que j'ai fait avant d'écrire. J'ai été pendant très très longtemps éditeur de magazines pour enfants ou pour adolescents. Et notamment, j'ai édité tout ce qui a pourri notre belle jeunesse. C'est-à-dire que j'ai édité Goldorak, Candy Candy, Captain Flamme, Strange avec tous les Marvel et DC Comics. Et entre autres, j'ai édité le magazine officiel d'X-Files à l'époque. Et à cette occasion, j'avais discuté avec Carter, le réalisateur de la série. Et il m'avait expliqué une chose qui me semble maintenant tellement évidente, c'est que quand sur une scène de tournage d'une série américaine, on reconstitue de A à Z entièrement une ville ou un quartier, c'est-à-dire qu'on redonne un nom de rue, on redonne des noms de commerce, on met des enseignes, il y a des voitures avec des plaques minéralogiques. Lui s'était dit, quitte à refaire tout ça, autant donner à chaque chose un sens. Et dans tout l'épisode d'X-Files, en tous les cas d'époque, je ne sais pas s'il en refait dans la nouvelle série, chaque nom a un sens. C'est-à-dire que dans un épisode qui avait trait, par exemple, à une manipulation biologique, les noms des magasins, les noms, le pressing, le bar, le snack bar, le drugstore, allaient avoir des noms inspirés de biologistes célèbres, ou de médecins, ou de chercheurs. Les plaques minéralogiques de chaque voiture avaient toujours un sens en numérologie. Ou alors c'était des plaques minéralogiques qui étaient inspirées des grands films qu'il avait aimés. La voiture de Steve McQueen dans Bullitt, la voiture de Al Capone, etc. Et j'ai trouvé cette idée vraiment évidente. C'est-à-dire que quitte à avoir un outil dans les mains, autant lui donner un sens. Et j'essaye de m'appliquer dans les bouquins à faire ça. Dans un polar, c'est un peu plus difficile à faire. Et donc, cette astuce dont vous parlez, c'est juste un clin d'œil à une série américaine qui s'appelle NCIS. Donc, la NCIS est découpée comme toutes les séries américaines en 4 fois 13 minutes, puisque aux États-Unis, il y a une coupure publicitaire toutes les 13 minutes. Le format général, c'est 52 minutes divisé en 4 fois 13 minutes. Et dans la série NCIS, chaque séquence de 13 minutes commence par le flash de quelques photos noir et blanc de la dernière séquence, de la dernière image de la séquence. Et j'ai juste un clin d'œil à NCIS. Je l'ai repris comme ça pour me marrer, pour faire un clin d'œil à Chris Carter et à X-Files. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Et que même moi, je cherchais à la fin à faire l'effort de terminer sur une belle phrase pour pouvoir la remettre en tête de chapitre.
Alors, Yerul Delger se passait essentiellement en Mongolie. Et là, vous avez eu envie de revenir en France un petit peu. Et vous introduisez ça aussi, parce que d'après la lecture de votre livre, en tous les cas, la France est très connue en Mongolie. Oui, alors là, j'ai un peu forcé le trait quand même. Ah. Non, il y a je pense, entre 100 et 200 Français qui vivent en Mongolie, mais avec une librairie française, avec une certaine activité. C'est-à-dire que plus le pays est refermé sur lui-même, plus les communautés sont actives. Il y a eu une alliance française, j'ai trouvé l'image assez belle d'une alliance française à Ulaanbaatar, et donc j'ai fait de Yerul Delger un amoureux de la France, ou en tout cas la littérature française. Ça me permettait de faire des trucs juste pour mon plaisir, et il se trouve qu'apparemment ça a plu aussi aux lecteurs, surtout dans le deuxième, par exemple, ces clins d'œil avec... réussir à introduire les tontons flingueurs dans un polar qui se passe en Mongolie. Ça fait partie des clins d'œil que j'aime faire. C'est ce que les Américains appellent des private jokes, et j'aime ça. Les gens comprennent qui pourra, quoi. Et donc j'aime bien faire ça. Mais oui, en fait, l'éditeur, Albin Michel, avait quand même un petit doute quand même pour sortir un polar mongol qui se passe entièrement en Mongolie avec un nom comme Yann Manouk et avec un titre comme Yerul Delger. Il avait un peu la trouille. Donc, et comme j'avais déjà, comme j'ai rendu très vite le deuxième, ils m'ont demandé pendant un moment si je ne pouvais pas rapatrier l'histoire en Occident. En tout cas, une partie de l'histoire. Mais je me voyais mal rapatrier Yerul Delger, je me voyais mal Yerul Delger venir faire un stage au FBI ou un stage à l'APJ, histoire de piquer des valises de cocaïne au 36 quai des Orfèvres. Je voyais mal faire ça. Et donc, j'ai imaginé que l'histoire, elle, allait se lier à la France. Et quand je suis tombé sur ces deux fameux faits divers, j'avais mon truc clair, et donc je me suis servi de ça. Donc, même sans dévoiler rien du second, c'est pas Yerul Delger qui va vers l'Occident, c'est l'histoire qui se lie, c'est l'intrigue qui se lie. Et dans le troisième, vous aurez des passages importants à New York et en Australie. Alors, vous parlez dans le livre d'une guerre des polices, en quelque sorte, entre Yerul Delger, le flic, disons, à l'ancienne un petit peu, les jeunes policiers, une police secrète, et puis aussi les militaires. Alors, quel est le poids réel, effectivement, des anciens influencés par le temps d'avant, comme on dit, et que vous introduisez tout à fait de manière, je ne sais pas si c'est réel ou pas, dans ce livre, et qui fait aussi la puissance et la pesanteur. Il y a eu la Mongolie, c'est une histoire fantastique. C'est pratiquement l'histoire d'un encéphalogramme, quoi. Il y a depuis Gengis Khan jusqu'à 1920 à peu près, c'est plat. C'est-à-dire qu'il y a une référence historique de Gengis Khan et il n'y a rien d'autre, y compris dans le mode de vie, dans le comportement, dans les traditions, dans la culture. Et d'un seul coup, en 1920. Révolution soviétique, même un peu avant 20, je crois. Et on oublie que la Mongolie est le premier pays à devenir soviétique après l'Union soviétique. Et ils adoptent un soviétisme virulent, extrêmement violent, stalinien avant Staline, qui va durer 3 générations. Et d'un seul coup, le régime tombe en même temps que tout l'univers soviétique. Et il retombe dans quelque chose qui est complètement différent et du régime soviétique et de ce qu'ils avaient avant. C'est-à-dire qu'il tombe dans quelque chose d'ultra violent, même peut-être plus violent que le régime soviétique. Il tombe dans une démocratie, parce que c'est comme une démocratie néolibérale extrêmement violente, parce qu'elle est calquée sur le nouveau libéralisme chinois, extrêmement violent. C'est ce que vous appelez les temps sauvages. Ce sont les temps sauvages, absolument. Ouais. Et donc ils tombent là-dedans, et ils tombent là-dedans en héritant à la fois de toute une lourdeur soviétique, parce que dans toutes les révolutions post-soviétiques, ceux qui restent, en fait, la structure qui reste, ce sont les mêmes. Ce sont les flics, à 80% sont les anciens flics soviétiques, etc. Et donc ils traînent ça. Ils le traînent d'ailleurs, je fais une parenthèse, d'une façon très particulière, parce que ils ne nomment pas le régime d'avant. Ils disent le régime d'avant. Ils ne nomment même pas le régime antérieur. Et ils ne le nomment pas parce qu'ils veulent l'oublier. Quoi qu'il y ait un retour maintenant, mais en tout cas, ils veulent l'oublier. Et c'est très marrant à Ulaanbaatar, c'est que ça se voit physiquement. C'est-à-dire qu'à Ulaanbaatar, ils laissent déliter les choses soviétiques. C'est-à-dire les immeubles soviétiques qui restent encore, ils ne les ont pas détruits, ils ne les ont pas changés, ils les laissent se déliter. C'est-à-dire qu'ils abandonnent, ils s'en foutent complètement. Il y a des barres d'immeubles entières qui tombent
mais qui tombent vraiment. Finir par tomber. Oui, qui vont s'effriter toutes seules. Il y a des monuments. Et puis de temps en temps, on tombe sur un musée qui est resté soviétique. C'est-à-dire qu'avec un mec en blouse grise sur un tabouret à l'entrée qui fait la pluie et le beau temps, qui décide c'est ouvert, fermé, etc. Et donc ils ont ça d'un côté, puis d'un autre côté ils ont plongé de plein pied dans un 21e siècle extrêmement violent. Et pour les militaires, alors ça c'est encore pire, parce que c'est un pays donc qui a une obsession, c'est que c'est le pays, c'est la culture qui a fait la plus grande conquête de toute l'histoire de l'humanité. Avec Gengis Khan. Gengis Khan a conquis à l'époque, on considère qu'il a conquis à l'époque 2/3 des terres habitées, connues de l'époque on va dire. Et il a fait, alors je m'en mêle peut-être un peu dans les chiffres, mais je pense qu'il a fait, on lui donne à Gengis Khan, on lui accorde, c'est malheureux à dire, 40 millions de morts sur un siècle, c'est-à-dire 4 millions de morts, lui, directement dans sa propre conquête, et ses successeurs dans le siècle qui a suivi, 40 millions en tout, à une époque où le monde, c'était 400 millions d'habitants, donc 1/10 de la population. C'est comme si aujourd'hui, il y avait un massacre de 700 millions de personnes, c'est-à-dire, et là je suis... c'est honteux à dire comme comparaison, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est une Shoah par an pendant un siècle. C'est ça le souvenir que les Mongols ont de leur puissance. C'est la seule puissance à avoir rasé la Chine, à avoir occupé Pékin. Et maintenant, ils ne sont plus rien. Maintenant, ils sont 3,5 millions d'habitants perdus dans la steppe. Donc ça, c'est la donnée, on va dire, géopolitique. Et ils sont 3 millions d'habitants perdus dans la steppe, avec au nord l'Empire soviétique, qui se délite complètement, mais qui était très longtemps une puissance militaire de premier ordre, et qui, pendant très longtemps, pendant 3 générations, a armé la Mongolie, qui était son fer de lance en face de la Chine. Et donc, pendant 3 générations, l'armée mongole a été une des armées de pointe, parce que les meilleurs avions de chasse, les meilleurs bombardiers, tout était, les meilleures troupes au sol étaient là-bas, dans la peur d'une guerre contre la Chine. Et au sud, il y a cette Chine que les Mongols méprisent absolument parce qu'ils les ont un jour ratiboisés et que maintenant, c'est pratiquement le contraire. Et donc, on a un pays de 3,5 millions d'habitants avec une armée insignifiante. Parce que cette armée, contre qui est-ce qu'elle pourrait faire la guerre ? Elle a le choix. La Russie, la Chine, le Japon, n'en parlons pas, la Corée peut-être, la Corée du Nord. Ça veut dire qu'une guerre qui impliquerait la Mongolie, quel que soit l'ennemi, ça dure un quart d'heure. À tel point que tous les ans, ou tous les 2 ans, les députés proposent de supprimer l'armée, qui ne sert à rien. Et je me sers de ça parce qu'il y a effectivement une tendance de l'armée à vouloir réagir contre ça, et il y a des tendances un peu totalitaires de dire on prend le pouvoir. Oui, c'est ça, ou de préparer leur avenir. Et comme ils ont hérité d'une période soviétique très service secret, très barbouze, etc., ils ont encore des épisodes de barbouzerie extrême. C'est-à-dire qu'il faut oublier que le mec qu'ils sont venus chercher au Havre était faussement accusé d'avoir tué un candidat à la présidentielle, et que le candidat de la présidentielle s'est fait arrêter en pyjama chez ses grands-parents sur le trottoir en plein quartier de Ulaanbaatar sur une fausse dénonciation, et on l'a jeté en tôle en repoussant en permanence son procès de façon à ce qu'il ne puisse pas participer à l'élection suivante. Donc on en est encore dans des pays qui sont des démocraties extrêmement fragiles. Alors, il y a une scène absolument hallucinante où il y a une meute de loups qui s'en prend effectivement à certains des protagonistes, et les loups qui semblent obéir à une logique presque politicienne. Alors ça, vous l'avez complètement inventé, ou vraiment des loups qui soient capables de s'organiser comme ça en meute, avec peut-être une influence justement du chamanisme. Voilà. Est-ce que ça, c'est encore de la fiction absolue ? Non, j'extrapole. J'extrapole, ça que je m'en sers pour construire quelque chose de dramatique dans une intrigue. Je suis fasciné par les loups, et je suis fasciné par les ours. Vous verrez que dedans, il y a des loups et des ours à chaque fois. Absolument. Mais par exemple, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai lu des choses contraires, mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai vu d'ailleurs il y a une vidéo qui circule sur le net où on voit une meute, et la façon dont la meute est organisée est extrêmement intéressante. Jusqu'ici, on montrait des images de meutes très organisées. Bon, c'est sûr que la meute est organisée pour la chasse. Oui, voilà. Ça, c'est sûr. Ça dépasse largement. Mais là, on voyait une meute. On voit sur ce film sur Internet une meute qui traverse la forêt. Elle est organisée d'une façon très particulière parce que les 3 premiers loups sont les plus vieux. Suivent derrière des adultes. Ensuite, les femelles et les louveteaux. Et à la fin, de nouveau des adultes.
Et l'interprétation de cette vidéo est extrêmement intéressante parce que il faut effectivement un certain sens, pas de la réflexion, mais de l'instinct, pour placer les vieux devant. Parce que ce sont eux qui vont donner le rythme de marche, et non pas les jeunes. Auquel cas, on va créer des conflits entre les jeunes, les adultes qui voudront aller plus vite et les vieux qui vont ralentir la marche. Donc, soit des conflits, soit désorganiser la meute qui sera obligée de s'arrêter de temps en temps pour attendre. Alors que là, et je trouvais cette construction, il y a plein de choses comme ça sur les loups qui font qu'on a l'impression qu'il y a quand même une structure organisée et entre guillemets réfléchie de leur comportement. Bon, je le pousse un peu plus loin dans le bouquin, mais ça fait partie des choses à partir desquelles j'aime bien extrapoler. Et effectivement, ça fait partie aussi du charme, du charme de votre livre et de vos livres, parce que là, on est dans un monde qui nous est complètement étranger, quoi. Vous nous baladez merveilleusement, quoi, dans ces ambiances. Je m'applique à le faire. Hein. J'espère que ça marche. Est-ce que certains voudraient poser une ou deux questions, peut-être, à Yann Manouk ? Il n'y a que la première qui est difficile, hein. Après ça roule tout seul. Alors, votre nom, hein, vous pourrez y revenir, il n'y a pas de problème. Votre nom dit que vous êtes arménien et vous glissez comme ça une petite intrigue, enfin en tous les cas, vous glissez votre Arménie de cœur dans ce livre aussi. Oui, je suis pas arménien, je suis de culture, enfin de famille d'origine arménienne, donc de culture mixte, on va dire. Oui, ça fait partie des... C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, ma philosophie, c'est un bien grand mot, mais... ce que j'aime faire de façon générale dans la vie, c'est quitte à faire quelque chose, autant se faire plaisir. Et donc, quitte à écrire 600 pages, autant y glisser ce que j'appelle les private jokes, ces clins d'œil aux séries télévisées, ces clins d'œil à la littérature, à la culture française, et donc aussi, naturellement, à mon côté, ma culture arménienne. Oui, et d'ailleurs, en fait, il y avait aussi une deuxième idée dans Les Temps Sauvages, c'est de construire un personnage, donc Zarza Vadjian, qui s'appelle Zarza, d'origine arménienne, qui pourrait me permettre de faire évoluer la Syrie au cas où il arriverait quelque chose à Yeroul Delger. Ah, donc c'est tout à fait préparé. Justement, le livre Les Temps Sauvages se termine sur l'avenir problématique de Yeroul Delger. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Mais la fin du deuxième avait bien raison, parce que le troisième va être très très problématique pour Yeroul Delger. Ah bon. Voilà. Même peut-être plus que problématique. Ah, parce que vous en avez marre de lui ? Non, mais vous avez remarqué que j'aime bien zigouiller les personnages que j'aime bien. Oui. Donc, oui. donc je ne dis pas que je les zigouille, hein. Je dis que le troisième va poser des problèmes très importants à Yeroul Delger. Et on en saura plus quand alors quand sort ce troisième livre ? Alors moi je l'ai rendu déjà en septembre dernier, donc ça fait longtemps qu'il est écrit, et il sort en octobre. Et là j'ai commencé le quatrième. Okay. Ah, je ne dis rien là-dessus. Je ne dis rien là-dessus. Voilà, et on s'en voudrait d'insister parce que du coup, une part aussi du mystère serait résolue. Voilà. Bien, donc je vous rappelle le livre Les Temps Sauvages, et bien sûr, c'est publié chez Albin Michel. On relira aussi avec intérêt Yeroul Delger. Qu'est-ce qui est en poche exactement aujourd'hui ? Le premier, et donc Yeroul Delger est en poche, oui. Et le poche des Temps Sauvages sort à la fin du mois. Là. Chez Chez Point Noir. Livre de poche. Livre de poche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci. Oui. Je vous en prie. Oui, cette scène dans les égouts existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors rapidement, une famille nomade, c'est une yourte, une famille entre 6 et 10 personnes, peut-être un peu moins, et un troupeau, un petit troupeau, en général moins de 50 têtes, toujours mélangés, moutons, chèvres, chevaux, yaks et quelquefois chameaux. Quand une tempête, les fameux zudes, noirs ou blancs, c'est-à-dire ou canicule ou blizzard, tue le troupeau, la famille n'a plus aucun moyen de survivre. Ça
C'est pas comme un drame du chômage ici où on peut toujours espérer trouver un petit job. Il n'y a rien. C'est la steppe, il n'y a rien. Le troupeau donne la nourriture, le transport, la fourrure, les vêtements, la laine, tout, absolument tout. C'est vraiment une structure de survie en milieu hostile, c'est-à-dire que même les bouses des animaux séchés servent à alimenter le feu. C'est-à-dire qu'ils ne se chauffent pas avec du bois. C'est vraiment un truc fermé. S'ils perdent leur troupeau, il n'y a aucun moyen de survie. Une des bonnes choses, parce qu'il y a eu des bonnes choses du régime soviétique, c'est que les soviétiques avaient instauré un salaire minimum pour les nomades, pour leur permettre de se refaire un troupeau s'ils perdaient tout, que naturellement le système néolibéral a immédiatement supprimé. Donc la seule ressource pour ces familles-là, c'est de venir à Ulaanbaatar. Ulaanbaatar, maintenant, ça regroupe pratiquement la moitié de la population mongole. Et donc ces gens arrivent avec rien, ils plantent leur yourte quelque part. Le gouvernement, d'une façon... vous lirez dans le troisième, j'explique dans le troisième pourquoi c'est une fausse solution, a donné un petit 700 mètres carrés à chaque pays qui s'installe, il leur a donné à chaque site mongol nomade pour planter sa yourte avec une palissade autour. Et ils sont dans la banlieue, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de boulot. Donc, il y a des gens qui n'ont même plus la yourte. Et effectivement, pendant un peu moins maintenant, mais à l'époque où j'ai écrit, c'était très très vrai, il y a une petite partie de la population qui vit dans le réseau. Ce ne sont pas des égouts, parce qu'il n'y a pas d'égouts à Ulaanbaatar. En fait, c'est des réseaux de chauffage urbains souterrains. Et ils vivent là parce que dehors, il fait moins 40 l'hiver et qu'il faut bien se chauffer. Et oui, ça existe. Je ne sais pas si tout le monde a lu le premier, Yarul Delger, mais dans ce cas-là, je ne rentre pas dans le détail. Mais dans Yarul Delger, dans cet épisode-là, ce que je présente comme un crime ou une tentative de crime est en fait inspiré de faits réels qui ont existé. C'est-à-dire qu'on a véritablement retrouvé, notamment des gens qui étaient complètement ivres, qui se sont endormis ivres morts sur des canalisations, habillés, et qui sont morts comme ça. Donc oui, ça existe, et de moins en moins, il faut le reconnaître, de moins en moins. Beaucoup moins qu'il y a 4-5 ans. Nous, nos informations remontent à 2008, donc, mais ça existe encore, il n'y a pas de problème. Ouais. Et d'ailleurs, ces nomades qui sont dans les yourtes autour de la ville de Ulaanbaatar, c'est ça qui fait que Ulaanbaatar est la ville la plus polluée du monde. Ce n'est pas à cause des 4 grandes centrales thermiques à la soviétique qui balancent des panaches de mauvais charbon dans l'air. C'est surtout parce qu'il y a maintenant plusieurs centaines de milliers de familles avec simplement une yourte qui ont moyen de se chauffer quand il fait moins 40. Et pour se chauffer, ils brûlent tout. Tout. Le résidu du charbon, le mauvais charbon, les anciennes traverses de chemin de fer, ça qui sont imbibées de bitume, des pneus, tout. Et c'est ce nuage de survie, entre guillemets, de ce qu'on peut d'ailleurs appeler un bidonville, autour de Ulaanbaatar, qui en hiver crée un nuage toxique qui le met. Je crois que la ville la plus polluée du monde, c'est une ville industrielle iranienne, quelquefois. Oui, c'était Raja voilà. ou quelque chose et comme ça. Et derrière, c'est Ulaanbaatar qui, selon les années, passe devant. Mais c'est curieux parce que ça passe, c'est la ville la plus polluée du monde dans notre pays le plus pur du monde. C'est-à-dire que dès qu'on fait 30 km en dehors, c'est limpide, c'est magnifique. Et en été, on n'a pas cette pollution-là. C'est vraiment ponctuel et dû à ce problème qui est un problème socio-économique de misère, quoi. Et avec des problèmes de santé, je suppose. Ah oui, c'est à part la Sibérie au nord, où cette ville dont je parle dans le deuxième, Krasnokamensk, où ils ont réussi, les soviétiques de l'époque ont réussi à construire ou à creuser pratiquement à main nue, enfin à l'outil à main nue, on va dire, une ville d'uranium, et qui ont réussi, une mine d'uranium, et qui ont réussi à faire que c'est la ville, une des rares villes au monde où le cimetière est plus grand que la ville, et surtout où les gens sont plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce qu'ils ont fait le béton avec les scories de la mine d'uranium. C'est-à-dire que le béton est tellement radioactif que c'est plus dangereux de vivre dans les immeubles qu'à l'extérieur. Donc dans ces régions-là du monde, il y a quand même pas mal de choses dont on est un peu obligé de parler quand on cite une histoire par là-bas, quoi. Oui, comme je vous disais, donc vous ratissez large, mais tout ça aussi fait tout l'intérêt de votre livre. Eh bien, oui. Je prends. Humanité, tendresse, je prends. La colère aussi, justement. La colère aussi, oui. Comme tout à fait. En tout cas, la scène de l'ours, pour un dernier clin d'œil, la scène de l'ours, c'est que dans le premier, on m'a demandé de réécrire 2 scènes. Mon éditeur m'a demandé de réécrire 2 scènes. La scène du viol d'Oyoun, que j'avais fait pour
on est toujours mal à l'aise. Un auteur, enfin je suppose qu'un auteur est toujours mal à l'aise quand il écrit une scène de viol. Et pour me protéger, on va dire, la scène était indispensable. Il fallait à ce moment-là que j'ai une scène d'une violence telle, parce que c'est une partie du bouquin où tout bascule. Hein, Yarul Elger revient, les ripoux se révèlent, et donc il faut que tout bascule. Et il y a guère qu'un crime d'enfant ou un crime de viol pour créer un choc aussi comme ça. Et donc, on est toujours mal à l'aise. Et je m'étais réfugié dans une description très, très clinique, qui était vraiment très descriptive, très, très froide, et que mon éditrice a trouvé assez violente. Donc elle m'a demandé de le réécrire de façon plus allusive et plus courte. Et je l'ai réécrit de façon plus allusive et plus courte. Curieusement, que personne ne s'offense de ce que je vais dire. Hein. J'ai bien conscience que le viol commence à partir du moment où il y a pratiquement intention. Mais dans la façon dont je l'ai réécrite, il y a pratiquement, entre guillemets, pas, avec précaution, il n'y a pas consommation. Quoi. Il y a une violence qui va... Et quand on la réécrit bien, il se passe rien à part les violences qui précèdent le viol. Et pourtant, pour moi, elle me semble plus violente que la première version. Et la deuxième scène qu'on m'a demandé de réécrire, c'est la scène de l'ours. Parce que comme j'ai dit que j'aime beaucoup, beaucoup cet animal, dans la scène de l'ours, à la fin, j'avais raconté tout ce que je savais sur l'ours. Sa façon de marcher, pourquoi s'il marche les pieds en dedans, c'est qu'il a faim, c'est les pieds à l'extérieur, c'est qu'il est plus fin, etc. Et là, on m'a dit, non, 30 secondes, donc j'ai raccourci la scène de moitié. Mais je suis content que vous mentionniez la scène, parce que c'est une des scènes que j'aime bien. Et puisque madame parle de cinéma, est-ce qu'il y a un projet d'adaptation à cinéma? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'histoire, de film qui se passe entièrement dans un pays comme asiatique. Alors il faudrait qu'il y ait une coproduction. Parce que quand une équipe française tourne un film à l'étranger, il faut qu'il y ait un accord de coproduction pour compenser le travail qui ne se fait pas en France. Donc il y a des accords entre les syndicats, des compensations, un truc très compliqué. Donc il faut un accord de coproduction. Et il n'y a pas d'accord de coproduction entre la France et la Mongolie. Arte a manifesté un intérêt. Et je surveille ça avec attention parce que Arte est capable de faire un film dessus ou peut-être une petite série, une mini-série peut-être dessus. Mais il faut que le bouquin existe en allemand, et ça y est, la traduction a été signée en allemand, donc ça va exister en allemand, et peut-être qu'à ce moment-là, Mais ce n'est pas quelque chose après quoi je cours, parce que, comme vous avez pu le remarquer, je suis un jeune vieil auteur, donc je commence assez tard à écrire, et les histoires de cinéma, ça prend 10 ans, le temps que ça se débloque, et j'espère que d'ici là, c'est pas quelque chose qui est dans mon... C'est pas une obsession, quoi. Si ça se fait, tant mieux. Mais c'est pas une obsession. Je préfère continuer à écrire des bouquins plutôt que de me fixer sur la production d'un film. Mais si ça se fait, je suis content. Pas de regret. Ok. Eh bien, merci encore. Merci à vous. Bon appétit. Merci.